Tout d'abord, nous allons revenir sur tout ce qu'on a entendu au cours des derniers jours lors de la commission Charbonneau. Vous savez que cette semaine, la commission ne siège pas, mais aujourd'hui, on va faire le point là-dessus. Toutes ces allégations de collusion, de corruption dans le milieu municipal, que ça touche Laval, Mascouche, Montréal. On est vraiment extrêmement cynique lorsqu'on regarde ça. On a Mathieu Boccoté, que vous connaissez bien, sociologue, chroniqueur au Journal de Montréal, ami de l'émission. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous qui luttez d'arrache-pied dans tous vos textes, vous luttez contre le cynisme. Il ne faut pas être cynique en politique. Il faut continuer à croire aux politiciens. C'est difficile là, avec tout ce qu'on entend ces temps-ci. Ben, je distinguerais. C'est-à-dire, ce qu'on voit en ce moment, c'est une grande opération déballage pour ensuite, espérons, une opération nettoyage. Et en fait, on peut dire deux choses sur ça. Premièrement, doit-on être surpris qu'il y ait de la corruption en politique? Non. Il y en a même toujours eu, devrait-on dire. D'aussi loin qu'on a écrit sur la politique, d'aussi loin qu'on fait l'histoire de la politique, on voit que c'est le pouvoir, et le pouvoir attire par définition des gens intéressés qui espèrent s'en servir à des fins privées, l'homme étant ce qu'il est. Donc ça, c'est une chose. Et je dirais même que la population, en général, sait va toujours y avoir une part sombre dans l'activité politique. C'est inévitable. Ce qu'on voit en ce moment, c'est autre chose, toutefois. C'est lorsqu'un système s'encrasse. Dans une société, pendant trop longtemps, on était indifférent aux mœurs politiques, à l'éthique publique d'une certaine manière, eh bien, quel est le résultat? Le système s'encrasse, le système se corrompt, et à partir de là, la corruption n'est plus individuelle, c'est-à-dire c'est pas un trafic d'influence de l'un à l'autre et ainsi de suite. La corruption devient systémique. Pendant des années, on en avait l'intuition au Québec. En ce moment, on a une espèce de séminaire à ciel ouvert pour examiner cette corruption en temps réel au Québec. Alors effectivement, est-ce que ça cultive le cynisme dans la population? Évidemment. Mais de semblable manière, je dirais qu'il ne faut jamais réduire la politique à ce cynisme aussi dégoûtant, je dirais aussi dégoûtante la corruption peut-elle être. Qu'est-ce que vous pensez de Jean Charest qui disait, il y a quelques mois de ça, « Je ne veux pas avoir de commission Charbonneau parce que ça va miner, ça va faire dérailler les enquêtes policières. » Finalement, on voit aujourd'hui qu'on est capable d'avoir des enquêtes policières tout en ayant une commission publique. Là. Donc, on se pose des questions, pourquoi il n'en voulait pas de commission? Là? Ça m'avait l'air manifestement, Jean Charest avait l'intuition, probablement que lui-même, personnellement, n'était pas corrompu au sens où on l'entend, c'est-à-dire il faut éviter quelquefois de tout faire remonter au sommet de l'État. Une fois que c'est dit, il devait avoir la reniflette assez sensible, le pif assez sensible pour savoir que de mauvaises odeurs remonteraient dans l'espace public dès finalement qu'on ouvrirait une telle commission. Et ce qu'on voit en ce moment, par ailleurs, c'est une chose assez importante, c'est qu'apparemment la corruption, ou la dite corruption, est surtout présente au niveau municipal, ce qui ne veut pas dire qu'elle est absente ailleurs ou elle ne prend pas de forme ailleurs, mais au niveau municipal, là où la politique est souvent, c'est bête à dire, mais le moins aspirée par l'idéal, là où la politique est plus proche de la combine, là où la politique est plus proche des petites tractations, des petits jeux de pouvoir, bien manifestement, c'est là qu'on voit la corruption, en ce moment tout le moins, dans son aspect le plus, comme j'ai systémique et dégoûtant tout à la fois. C'est du petit trafic d'influence, c'est la mafia qui s'en mêle apparemment, et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça donne aux citoyens un sentiment d'écœurement par rapport aux institutions. D'ailleurs, on vous pose la question à la maison, est-ce que vous avez encore confiance aux gens qui administrent votre ville? Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou alors au numéro qui apparaît à l'écran. On va parler avec vous, on va prendre vos commentaires tout de suite après la pause. Justement, on a posé la question sur la page Facebook, Mathieu. George Bacon nous a écrit « Avez-vous confiance dans les gens qui administrent votre ville? » Il a écrit « Il y a des gens de grande valeur qui travaillent dans ces villes, mais un mandat de 8 ans maximum serait la solution. » Vous en pensez quoi, ça? Est-ce que nécessairement, après 8 ans, on devient nécessairement corrompu? On tombe dans des vieilles habitudes? Quoi? Non, je ne suis pas d'accord. Je connais cette idée comme quoi il faudrait limiter les mandats. J'en vois les vertus, mais j'en vois surtout les limites. C'est-à-dire un homme politique de qualité, un homme politique remarquable, parce qu'il y en a, doit-il voir d'un coup limiter sa possibilité de s'investir pour le bien public parce que certains autres, finalement, on espère contrôler le système avec une limitation des mandats? Je pense, par exemple, à certains hommes politiques comme François Gendron, au provincial, ou encore je pense au niveau municipal pendant longtemps, à Jean Drapeau et ainsi de suite. On peut être longtemps en politique et ne pas être corrompu. Donc ces espèces de bricolage des institutions
c'est comme une espèce de réponse facile pour oublier que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et on ne peut pas réformer les cœurs, on ne peut pas réformer les mœurs simplement en bricolant comme ça avec les institutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais cette mesure, me semble-t-il, nous priverait d'hommes politiques de qualité qui peuvent servir le Québec. Autre proverbe, lorsque le chat est parti, les souris dansent. On a vu que même les gens là, qui trempent dans ces histoires de corruption au point de vue municipal ont dit eux-mêmes que lorsque l'escouade Marteau est arrivée, qu'on les surveillait, lorsque ces gens-là se sentaient surveillés, soudainement, ils se calmaient un peu dans leur combine. C'est peut-être une solution, ça, c'est-à-dire justement de mettre sur pied un organisme qui surveillerait tout ce qui se passe dans le milieu de la construction, dans le milieu de la politique municipale, de 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Bien, ce qui manque ici, manifestement, ce sont les instances de surveillance, des espaces de régulation. C'est-à-dire, on a besoin d'un meilleur contrôle politique de ça. Pendant des années, le banquet était ouvert, chacun allait y piger. Je dirais même que le bien commun était ouvert et chacun allait y piller. Alors, manifestement, il faut de meilleurs contrôles là-dessus. Puis j'espère qu'au terme de la commission Charbonneau, ça va être l'occasion d'un grand mandat de nettoyage de nos institutions, de nos pratiques politiques ainsi. Puis ça nous rappelle finalement les années 70. Rappelez-vous à quel point, dans ces années-là, la corruption ruinait la réputation de la politique au Québec. On avait l'impression que tout était foutu, que la politique puait. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu René Lévesque prendre ça au sérieux et dire la première chose à faire, avant même les grands rêves que j'ai pour le Québec, c'est de nettoyer les institutions pour redonner confiance aux politiques, pour redonner confiance à la politique. Et je fais partie de ceux qui croient qu'on est dans une situation semblable. Il est nécessaire aujourd'hui, peu importe ce qu'on veut faire politiquement avec nos institutions, les grands choix qu'on peut faire, si on ne croit pas à nos institutions, si on ne croit pas à notre capacité d'agir ensemble, si on croit que les politiciens ne sont pas là pour servir le bien commun, mais simplement pour servir des cliques et des bandes, eh bien, on ne fera rien collectivement. De là, la grande tâche d'intégrité publique qui est une tâche de salut public. Merci beaucoup. Bien, restez avec nous, Mathieu. On attend les commentaires de nos téléspectateurs. On va aussi parler de financement des partis politiques avec Paul Larocque tout de suite après la pause. On revient tout de suite avec Mathieu Bock-Côté. Mathieu, justement, on va parler de politique municipale à Montréal. Alors là, il y a eu un sondage Crop-Lapresse qui affirme qu'un Montréalais sur 4 aimerait voir Denis Coderre à la place de Gérald Tremblay, si jamais M. Tremblay ose démissionner. On a posé la question sur notre page Facebook. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Denis Coderre, par exemple, à la politique municipale? Et il y a Marc Beaton qui a dit « N'oublions pas qu'il était membre du gouvernement responsable du scandale des commandites. » C'est intéressant qu'on ne parle pas de Louise Arel et de Richard Bergeron, pourtant la relève naturelle. Jeannot Breton dit « C'est comique le bonhomme Coderre, mais est-ce qu'il sait compter? La Ville de Montréal a besoin de plus qu'une vedette de la télévision. » Et c'est justement, on veut des vedettes, hein? Mathieu Bock, Denis Coderre, c'est une vedette. Donc, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui a 22 millions d'abonnés Twitter, je pense. Oui, vous en pensez quoi, vous? C'est un homme qui a construit sa popularité par les médias sociaux. On peut dire que de ce point de vue, il avait de l'intuition. Mais je crois que le rapport à Denis Coderre, en ce moment, c'est lié à deux choses. D'un côté, il y a la faiblesse de l'opposition à l'Hôtel de Ville, des politiciens soit usés, comme Louise Arel, ou encore des politiciens dont on soupçonne le radicalisme, l'utopisme, comme Richard Bergeron. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit à Québec le maire Labaume, un maire à poigne, un maire qui a de l'autorité, un maire qui, le croit-on, serait capable de rester, dans son coin, était capable de casser des corporatismes, de casser des intérêts organisés, d'imposer une direction à sa ville. Et quand on voit le leadership faible, pour le dire poliment, de Gérald Tremblay à la tête de Montréal, eh bien, il y a le rêve à Montréal en ce moment d'un maire qui prenne les choses en main, d'un personnage à poigne. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Denis Coderre joue un peu ce rôle par son espèce de populisme qui le sert bien, qui pourrait le desservir. Ce serait le Labaume de Montréal. C'est comme ça qu'il fait circuler sa candidature, peut-on dire. C'est comme ça qu'il est vu, et c'est pour ça que certains le souhaitent. Il y a une forme de populisme. Il parle comme l'homme de la rue. Il joue de son côté proche des gens, et de la même manière, c'est l'homme qui dit les vraies choses, qui dit les choses de manière carrée. Donc, serait-il capable de s'installer là? Par ailleurs, il faut dire que Denis Coderre n'aurait pas mauvaise réputation auprès des communautés culturelles parce qu'il n'a pas de passé souverainiste comme Louise Arel. Donc, peut-être est-il
est-il l'homme de la situation? Peut-être ne l'est-il pas, mais on comprend tout le moins pourquoi les Québécois lui font... pas les Québécois, les Montréalais lui font de l'œil en ce moment. Donc, d'un bout à l'autre de la veine, on aurait deux petits comiques avec de la poigne populiste. Deux roitelets, deux barons. Et moi, j'ai rien... Le style, parce que j'ai déjà écrit un papier là-dessus, le style la bombe. C'est-à-dire dans une époque où le pouvoir est très bureaucratisé. Hein. Donc, les politiciens se sentent impuissants. Il y a les juges d'un côté, il y a l'entrepreneuriat de l'autre bord, il y a la bureaucratie. Les politiciens se sentent impuissants, ils ne savent faire d'autre chose que sortir des communiqués de presse. On a avec la bombe quelqu'un qui dit « j'ai le pouvoir et je fais ce que je dis et j'ai une capacité d'imposer des directions à la ville ». Donc, il revalorise la fonction politique, la bombe. Et ça, il ne faut pas dire le contraire, malgré le côté caricatural quelquefois du personnage. Mais de la même manière, est-ce que Coderre va jouer cette carte à Montréal en disant « je suis celui qui redonne de la valeur à la politique parce que je sais ce que je veux, je pose une direction ». À tout le moins, sur ce style-là, ça correspond à une attente dans la population. Puis je réponds à ce que vous disiez tantôt, le cynisme en politique. Oui, le cynisme, mais quand on voit que quelqu'un est capable de débloquer une situation, d'un coup, la machine à espérer recommence à fonctionner. On a Eugène au bout du fil. Eugène, qu'est-ce que vous pensez de la corruption dans le milieu municipal? Et est-ce que vous avez un commentaire à faire sur l'arrivée possible de Denis Coderre? Bon, moi, Denis Coderre, je veux rien savoir de ça, mais la raison pourquoi je vous appelle, c'est vous dites si on a confiance en nos élus. Gérald Tremblay, j'ai travaillé avec lui à 20 ans. On a commencé ensemble. Ensuite, il s'est en allé aux États-Unis à Harvard. Il est venu me chercher à 35 ans. On a travaillé ensemble quelques années. Je veux juste vous dire que Gérald Tremblay, il ne volera pas une scène à qui c'est peut-être ça son problème, je ne sais pas. Il est très, jamais vous allez découvrir quelque chose sur lui personnellement. Puis quand vous n'allez pas dire Gérald Tremblay, il sait pas, il est pas connu, il n'était pas là. Écoutez, si un général d'armée, c'est gros la ville de Montréal, là, ça prend des lois. C'est le gouvernement provincial qui est responsable. Ils sont obligés de prendre le plus beau soumissionnaire. Ils sont obligés. Alors, comment vous voulez qu'ils se protègent? Ça fait longtemps qu'ils demandent une loi. Eugène, c'est un très bon commentaire. J'aimerais faire réagir Mathieu Bock-Côté parce que j'ai reçu aussi un commentaire vendredi sur Internet, Mathieu, quelqu'un qui disait là, on est vraiment trop sévère vis-à-vis le maire Tremblay. On exige, on demande tout de suite sa démission, alors que là, ce ne sont que des allégations. Oui. Il n'y a rien qui a été prouvé. Et on vit dans un système où on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ouais, Est-ce qu'on ne va pas trop vite en affaires? Là? Ça, c'est l'excitation, je dirais, c'est l'excitation morale, l'excitation du sentiment d'indignation qui vient avec les médias 24 heures sur 24, les médias sociaux et ainsi de suite. C'est auparavant, le temps de réaction était plus long, donc on prenait le temps un peu plus de réfléchir. En ce moment, quand on voit des choses qui nous révoltent, des déclarations qu'on a entendues à la commission Charbonneau, d'un coup, la réaction, c'est de dire « tout est pourri, mettons le système à terre » et ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est une chose qu'on doit rappeler, peu importe ce qu'on pense du maire Tremblay, c'est que l'excitation première de l'indignation n'est pas toujours la meilleure réponse en politique. Et le maire a un mandat terminé. Est-ce qu'il veut le terminer ou non? Ça le concerne, je dirais. Ensuite, les Montréalais se prononceront. Mais cette volonté de faire démissionner quelqu'un dès qu'il y a rumeur, on veut qu'il y ait une tête qui roule. C'est le sentiment du bouc émissaire. Et je ne dis pas que le maire Tremblay n'a rien à voir là-dedans ou qu'il y a quelque... Je ne le sais pas, personne ne le sait, on est en train de vérifier ça. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a souvent la satisfaction de vouloir couper une tête, de faire tomber le roi pour punir tout le système. On trouve le bouc émissaire et c'est réglé. Et ce que nous dira peut-être la commission Charbonneau, c'est que le problème est beaucoup plus profond et que faire tomber une tête, ça risque de satisfaire nos pulsions, mais est-ce que ça va vraiment corriger le problème en profondeur? Ça, je serais curieux de le savoir. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté, sociologue, chroniqueur Journal de Montréal. Toujours un plaisir de vous parler. Merci. On parlait de Denis Coderre qui va peut-être faire le saut de la politique fédérale à la politique municipale. Il y en a un autre qui va faire un sacré saut, un parachutiste, un saut de 36 km samedi matin. On en parle avec Julie Marcoux après la pause.